Dans la nuit du 4 au 5 juin 2020, Brian Fombor, un jeune de 27 ans, bien connu dans des milieux, des nuits, sans histoire, charmant et souriant, était assassiné de façon très horrible à Texaco Omnisport. Quelque temps après, on avait appris que grâce aux vidéosurveillances, aux images de la police, on avait donc identifié ceux qui avaient fait la sale besogne. C'était donc une affaire simple qui aurait pu, en matière de criminalité, connaître la suite depuis fort longtemps. Puisque d'ailleurs, 8 personnes avaient été placées à la prison de Kondengui pour assassinat, complicité d'assassinat. Si Brian est mort, si Brian a été assassiné, c'est parce qu'il a été appelé. Il a été convié dans une sorte de piège par celle-là qu'on appelle Ivana Somba, qui immédiatement s'est métamorphosée en Ivana Somba Bidjan. Cette affaire traîne à la justice alors que tout a déjà été fait, mais curieusement, le dossier est bloqué par Esso, qui est ministre de la Justice. Le président de la collégialité, avec tous ses membres, hésite à donner le verdict, d'autant plus que l'une des personnes qui a été la courroie, la matrice, le cerveau du gars, se retrouve carrément en toute liberté en train de jouer sa vie. C'est-à-dire, Ivane Somba Bidjan. Renvoyer, encore renvoyer. On attend certainement le délibéré, peut-être le verdict, le 12 juin. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on sait la main de Laurent Messo et surtout la protection qu'il continue à accorder à Jean-Pierre Amgouzom Lobelinga et Papo Escobar, avec tous ces agents Bruno Bidjan, qui pourtant ont été cités dans cette enquête. Face à ce marasme, à ce blocage volontaire, la famille de Brian a décidé de sortir du silence, d'expliquer ce qui s'est passé et surtout de vous donner les clés de cette affaire que j'ai souvent eu à commenter ici, mais où la famille n'avait jamais voulu prendre parole, laissant la justice faire son travail. Et puisque la justice a englué, eh bien, la famille a décidé donc de parler par le touchement de son chef de famille. Je vous invite donc à suivre cet entretien que j'ai eu avec M. Fombor. Me placer là. Cette invention géniale a été créée par 2 anciens ingénieurs qui ont quitté leur emploi après avoir découvert le des chauffants sur l'industrie de la climatisation. 2 mois plus tard, ils créent leur propre entreprise et engagent une équipe. Créer une alternative révolutionnaire au climat.
Mesdames et messieurs, c'est un entretien un peu long, mais nous n'allons pas certainement tout écouter. Je vais vous proposer une bonne partie et par la suite, il y aura tout l'entretien. Et je vous annonce également qu'une autre partie, beaucoup encore précise, sera diffusée dans les dossiers noirs du samedi soir. Parce qu'il y a eu mort d'homme et cette mort ne saurait aller pratiquement dans l'oubli. C'est pour cela que, pour le devoir de mémoire, nous ne devons pas oublier chaque jeune qui est assassiné. Même pas des jeunes seulement, mais toute personne bénéficiant de ce qu'on peut appeler le souffle de Dieu. Je vous invite. Je crois qu'il y a une publicité qui a été lancée là. Ah, qui est encore longue. Cette vidéo vous permettra de comprendre jusqu'où il nous manque le cœur, jusqu'où notre justice est corrompue et jusqu'où, justement, le ministre de la Justice a pris fait et cause pour Jean-Pierre Amour-Bellinga en faisant que tous les dossiers là où il est impliqué, que ça ne trouve jamais de solution. Dans une minute, dans quelques secondes, c'est lancé. Donc je suis Samuel Fombor Nono, donc le frère aîné d'Esther Fombor, donc je suis l'oncle de Boris Brian Fombor. À part l'étiquette de cette heure qu'on lui connaît, qui était réellement Brian Fombor, comment et où vivait-il? Oui, Brian Fombor a été donc élevé par Esther Fombor comme tout adolescent. Il a eu cette période de turbulence, qui a suivi son cursus jusqu'en classe de première et puis après qui s'est lancé dans la vie. Jet setter, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, après, c'est vrai qu'au Cameroun, les gens aiment bien donner des noms. Bon, ils avaient une bande d'amis, une bande joyeuse d'amis. Il a tous ses copains avec qui il aimait faire la fête. Mais il s'est lancé très tôt dans la vie, c'est-à-dire à partir de 23 ans, dans la vie active. Donc, il menait un tout petit peu ses affaires, certains marchés, et puis voilà. Par contre, c'est vrai que il n'a pas eu un cursus comme certains ont pu le prétendre, genre un cursus universitaire, parce qu'il a arrêté ses études assez tôt et il s'est lancé dans la vie active. Ça, c'était son choix. C'est pas faute de d'avoir conseillé ou d'avoir demandé qu'il continue. Donc, c'était un choix. Et puis, la vie, comme on dit, on réussit. Quand on se met à faire une activité, on réussit ou pas. Voilà, il était bien parti pour réussir dans sa vie, autonome, indépendant, il vivait chez lui. Comment et par qui avez-vous appris son assassinat? Le jour de son assassinat, je l'ai appris tout simplement par appel WhatsApp et par des multiples messages. Donc il devait être 3 heures du matin. Donc j'ai reçu des messages du Cameroun m'indiquant que Boris avait été assassiné. Et puis le lendemain, donc j'ai encore ça un peu en mémoire. Le lendemain, donc j'ai essayé d'appeler donc ma soeur qui m'a appelé qui s'est passé, qui m'a envoyé quelques images. Violente de la scène du crime. Et voilà, donc je l'ai appris par appel au niveau de la famille, voilà, tout simplement. Oui, vous avez évoqué tout de suite certains éléments que vous n'avez pas, mais il y en a
qui ont quand même été projetés au tribunal, ou bien qui ont été soulignés au tribunal par le procureur de la République, à savoir pas seulement les appels téléphoniques, mais surtout les images de vidéosurveillance. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous décrire le film des événements cette nuit-là, tel que ça a été présenté aussi par le procureur de la République et tel que votre avocat présente cela aussi au tribunal? Alors, le déroulé du film et des éléments de la vidéosurveillance, dans l'exactitude, je ne peux pas les donner, mais en gros, je peux les restituer parce que la contestation a été faite par la partie adverse, la partie mise en cause, en disant que c'était des éléments qui étaient filmés comme ça. Mais ces éléments mettent en cause, démontrent totalement la version de la partie adverse. En fait, ce qui est projeté ou ce qui a été vu par de nombreuses personnes, dont certains journalistes localement, montre la présence de Dame Ivana et qui contredisent totalement ses propos initiaux, à savoir qu'ils ont été agressés, s'est battus, etc., etc. Donc ça met en cause vraiment, ça démontre, si vous voulez, parce que je n'ai pas les termes juridiques exacts, mais ça démontre vraiment qu'il y a une complicité ou alors qu'elle a été vraiment, il y a une magnanimité de la part des agresseurs de Boris vis-à-vis d'elle. Non, elle est présente. On a beau remettre en question, si vous voulez, la qualité des images, mais voilà, la qualité des images est fonction des appareils qu'il y a, mais on la voit, la dame, on voit cette situation vraiment assez douloureuse de ce qui se passe. Donc ça ne souffre de rien là-dessus. Notre avocate a insisté sur le fait, et je me rappelle que pour que ce document soit pris en compte, heureusement que c'est un élément de vidéosurveillance de la sécurité nationale. Donc ça ne souffre de rien. Effectivement, elle a été prise, montrée, et on sait qu'elle était présente. Et d'ailleurs, au-delà de la vidéo, il y a un témoignage d'un chauffeur taxi qui est passé, qu'on a voulu mettre de côté, mais qui a relaté les faits qui sont corroborés par les images vidéo. Donc voilà. Ce drone high-tech à 99 €, créé par 2 ingénieurs français, bouleverse l'industrie des drones. Il s'agit d'un drone high-tech d'une valeur de 800. Ici, vous constatez donc que Dame Ivana était bel et bien sur le lieu du crime. Le juge a retenu la coaction. Et vous allez constater cependant que dans la coaction, c'est elle qui ordonnait, qui faisait tout. Il y a les images. Ce sont les images de la police. Comment est-ce possible? Veuillez m'excuser. Franchement, ça c'est n'importe quoi. Ce sont les images de la police. Les images de la police camerounaise. Comment peut-on les contester? Un avocat? Non. Un juge? Non. Puisque les images de la police camerounaise ne peuvent pas être truquées. Comment vous pouvez me faire comprendre que cette femme, elle est dehors? C'est elle qui a appelé Brian, que vient me trouver. Les gens qui étaient avec elle se retrouvent à la prison centrale de Kondengui. Pendant ce temps, elle est en liberté. Et on refuse même de pouvoir au moins donner le délibéré. Mais, soyons sérieux. La collégialité est en train de vouloir nous faire comprendre que tantôt, elle n'a pas de temps. Vous
voyez ça? Elle n'a pas eu le temps pour venir au tribunal et on renvoie l'affaire. Elle est partie à l'hôpital, dit-on, pour aller faire une échographie ou bien qu'elle a un retard pour un énième enfant. La collégialité dit, nous allons attendre. Mais dans tout ça, elle ne présente aucun élément. Ni l'hôpital où elle était. On renvoie le dossier. Pendant ce temps, l'une des personnes phares concernées dans l'affaire, cette personne est déjà décédée. La personne qui a eu à donner le premier poignard a été tuée en pleine prison. À une certaine période, quoi que nous fassions, chacun d'entre nous doit s'interroger sur la justice camerounaise et sur ses capacités de pouvoir broyer les affaires. Apikoro est en toute liberté. Je vous rappelle que ce monsieur est parti avec un téléphone remettre à cette femme. Il a été cité puisqu'elle-même dit que si elle a fait un certain nombre de choses, c'était par rapport au fait qu'elle ne voulait pas que Apikoro, Brian, soit jaloux d'Apikoro. Mais plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Apikoro n'est même pas convoqué. Apikoro n'est même pas demandé par la justice pour qu'il vienne donner sa version des faits alors que il a passé un certain temps en prison, enfin en cellule. Pourquoi? Mesdames et messieurs, le pouvoir de nuisance du ministre de la Justice est donc mis à nu. Je vous ai dit qu'il y avait une vidéo. C'est une vidéo qui présentait Amou avec le ministre de la Justice, pratiquement, et aussi Ivana, dans un hôtel en tenue d'Adam et d'Ève. C'est cette vidéo qui a fait de telle sorte que parce que Brian est tombé dessus, qu'il subisse. Comment voulez-vous faire croire? Mais plutôt que c'était une bande bien organisée. Écoutez, quand on regarde, quand on a fait le trapsi où on a vu l'aplomb avec lequel ça a été mené, on ne peut pas penser, on ne penserait nulle part que ce soit les Louba qui aient pu le faire. Déjà, les Louba, pour le faire, ils vous dépossèdent ce que vous avez, soit de l'argent, soit de vos bijoux, soit de vos téléphones. Ça n'a aucunement été le cas. Donc, non, c'est quelque chose qui a été fait avec des gens qui maîtrisent très bien, c'est-à-dire qu'il y a une dextérité ou un aplomb, si vous voulez, dans le mauvais sens, pour exécuter ce type de besogne. Et quand on sait que ça existe pour des maudiques sommes au Cameroun, demander à exécuter quelqu'un, oui, mais j'en suis pas surpris. Je vous dirais en passant que le dimanche ou le lundi, j'ai fait vérifier donc par des systèmes de fenêtres, qu'on appelle ça, l'opérabilité du téléphone de Boris qui était encore ouvert et qui malheureusement a été fermé après quelques jours parce qu'on a très vite parlé, parce qu'on demandait, moi je demandais à ma soeur de saisir rapidement, de faire, je sais pas, une ordonnance ou ce qu'on veut, peu importe, de saisir pour qu'on sache où exactement son téléphone bornait. Bon, déjà, son téléphone n'a pas été volé, en soi, ça c'est clair. Et puis deuxièmement, il avait une somme d'argent sur lui qui n'a pas été prise. Si c'est un crime pour crapuleux ou des voleurs ou si vous voulez, non, il vous dépouille. Non, là c'était un assassinat et je maintiens, je le dis haut et fort, c'était un assassinat. Et je précise,
Cet enfant ne sort pas de nulle part. Certes, il n'est pas de la haute société ou tout ce qu'on veut. Il a une famille, et des deux côtés, aussi bien du Cameroun que du Nigeria. Et je le dis haut et fort, ce crime ne restera pas impuni. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps de la justice des hommes, il y a le temps de Dieu, il y a aussi le temps de la famille. Ce crime ne restera pas impuni. Je pense que nous avons aussi, dans le doute, ou si on veut, on sait d'où c'est parti, et peu importe la durée, ça se fera, justice se fera. Oui, monsieur Fombor, vous affirmez que vous savez d'où c'est parti. Et aussi, il y a certains individus qui sont actuellement en prison depuis pratiquement 2 ans. Est-ce que Ivana Essomba a été inculpée? Si oui, pourquoi comparaît-elle libre? Oui, Madame Ivana Essomba est mise en cause, donc ça ne souffre de rien du tout. Pourquoi elle comparaît libre? Ça, c'est... Je crois que cette question, je ne saurais répondre à la question, d'autant plus que dans la procédure, le juge d'instruction, ou je ne sais pas, la mise à la garde à vue ou la détention provisoire, je ne maîtrise pas très bien le processus au niveau du Cameroun. Par contre, les autres, oui, il a été déterminé que ce sont les personnes, c'était 8, donc il y a un qui est décédé, ce sont les personnes qui ont participé de façon active à la mise à mort de mon neveu Boris Brian Fombor. Donc, après, quelles sont les méthodes pour lesquelles on met en détention provisoire ou pas au Cameroun? Je ne saurais répondre. Ça dépend de qui? Est-ce que ça dépend du procureur? Est-ce que ça dépend du garde des Sceaux? Je n'en sais rien. Honnêtement, sur tout ce qui est foi au Cameroun, je ne le maîtrise pas. Néanmoins, elle est inculpée puisqu'elle fait partie des personnes mises en cause dans le procès donc, de Boris. Et pourquoi elle comparait libre, je ne saurais répondre. Vous venez d'affirmer avec force et conviction que le téléphone de Brian Fombor n'a pas été volé. Alors, où a-t-il été borné? Qu'est-ce que Ivana vous a dit à propos? Grâce aux subventions chez Amazon, je suis en train d'apprendre en langue. Ça va m'aider à évoluer dans le futur. Non, le téléphone de Boris n'a pas été volé tout simplement parce qu'on a pu parler. À partir d'ici, voilà, on a pu le localiser dans la zone des sauces. Maintenant, qu'a dit Madame Ivana? Madame Ivana a dit tout simplement que dans l'entretien que j'avais eu avec elle, parce que je précise que je l'ai eu au téléphone et j'ai eu son nom. Elle m'a dit qu'ils ont été agressés dans des cris Texaco, je pense que c'est bien ça, Texaco Omnisport, et que Boris, en voulant éviter, est monté sur le trottoir, et puis il y a eu des personnes qui... Il est sorti de la voiture, voilà. Et il est sorti de la voiture et qu'il y a les personnes qui ont voulu lui prendre son téléphone et s'est défendu, il a été sauvé par une ou deux personnes. Ça, c'est sa version, moi j'ai pas de problème avec ça. Et par contre, sachant quel était son numéro et sachant comment ça se passe, ou alors travaillant dans le domaine, donc on a pu situer la zone du téléphone. Mais vous savez très bien que nous, on n'est pas de la police ou de la gendarmerie avec les logiciels bien précis qui peuvent définir dans la triangulation la zone précise, donc où était le téléphone. Mais c'était le samedi, le dimanche, en essayant à nouveau de rappeler le téléphone là était off, donc coupé. Donc à partir de là, on peut avoir juste ce qu'on appelle le bornage par rapport aux bornes téléphoniques. C'est comme ça que ça marche, de la zone où est situé le téléphone, mais on ne peut pas avoir plus de précision. Mais entre le jour de sa mort et le samedi, oui, son téléphone bornait à Essos. Voilà. Et j'ai demandé donc à ma sœur
de le signaler et qu'il fallait absolument que Orange, qui est donc le propriétaire de la SIM carte, de la SIM, puisse déterminer le dernier endroit et l'heure à laquelle le téléphone a été localisé, tout simplement. Alors, l'affaire a été mise en délibéré après plusieurs renvois pour le 31 mai. On attendait donc le verdict et puis patatras. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la collégialité des juges vous explique maintenant? Oui, mais j'avoue qu'au niveau de la famille, on a été tout à fait surpris du énième report de cette affaire mise en délibéré, collégialité, absence pour X ou Y raison de santé d'une des personnes, absence de, comment on appelle ça, du mandat de lever des coups pour amener au tribunal. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, c'est reporté au 12. J'espère pour le bien de la famille, afin qu'on fasse une fois le deuil. J'espère que toutes ces personnes qui tirent des quatre fers pour que cette affaire n'avance pas, j'espère qu'ils comprennent quelle est la douleur d'une famille. Perdre un membre de sa famille, c'est déjà compliqué, et perdre un membre par assassinat ou par de façon commanditée, c'est encore plus compliqué. Tout ce qui nous intéresse, nous, la famille Fonbon, c'est d'avoir la vérité, de savoir quelle est la vérité, de savoir ce qui s'est passé. On n'est pas en mode vendetta, ça ne nous intéresse pas. C'est de savoir ce qui s'est passé, afin que dans ce pays, notre pays, qui nous est cher, que ce genre de choses ne puisse pas se reproduire. Donc on espère tous que le 12, on aura, que le droit sera dit et que justice sera rendue, tout simplement. Ce qui s'est passé, moi, techniquement, c'est très compliqué. Comme je l'ai dit tout le temps, tout ce qui est droit et moi, c'est hyper compliqué. J'espère simplement que le 12, on aura le fin mot de l'histoire. Le 12, c'est donc le jour tant attendu, mais cependant, on constate quand même que depuis le début de cet odieux crime, les membres de la famille, on dirait qu'ils n'ont pas voulu en parler. Même la maman n'a pas assisté souvent au procès. Avez-vous peur? Avez-vous vraiment peur? Non. Avez-vous peur? Je n'ai peur de rien, disait le Zomlo des Zomlo. Non seulement vous aurez donc la suite de cette interview qui sera d'ailleurs postée sur YouTube, mais surtout, samedi, je vous réserve encore d'autres détails très croustillants où vous comprendrez avec exactitude ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, laissons d'abord Brian nous observer. Observer la justice camerounaise. Lui qui est mort et que Martinez a rejoint parce que, ayant des ennemis communs.